Donc bonjour à tous, je suis l'interne des hôpitaux des armées Arwan El-Kawaji, je suis interne de premier semestre à l'hôpital Percy, interne d'anesthésie-réanimation. Et j'ai choisi de vous présenter mon sujet que j'ai intitulé comme un patient dans l'eau, pour parler notamment de la gestion de la surcharge hydrosodée en réanimation. Pour prendre le cas clinique, je vous présente Madame L, une patiente de 58 ans qui a comme principal antécédent une BPCO stade 4, une hypertension artérielle et un surpoids, et qui se présente en fait chez nous suite à un ACR hypoxique sur une exacerbation aiguë de BPCO. Le trigger retrouvé est une grippe A surinfectée et initialement elle prend un tableau de choc septique avec déférence multiviscérale et une ischémie colique post-arrêt cardiaque nécessitant une colectomie subtotale en urgence. On peut voir sur le scanner juste à droite une pneumatose pariétale justement en rapport avec son ischémie colique. Cette patiente à J4, elle évolue favorablement puisque progressivement, en tout cas, on arrive à améliorer ses déférences d'organes, on sèvre la noradrénaline, on obtient une amélioration respiratoire avec un arrêt des sédations et on arrive à la passer en ventilation spontanée avec l'aide inspiratoire. Elle présente une insuffisance rénale aiguë Cadigo 2 avec une durée conservée supérieure à 0,5 ml/kHz et une hypernatrémie supérieure à 150 mmol par litre. Et puis un constat qui est frappant, elle présente 14 kg par rapport à son poids d'admission. Et du coup, on en arrive à cette question qu'on se pose et que je me suis posée. Comment gérer la surcharge hydrosodée en réanimation ? Avant tout, dans la littérature, on retrouve surtout le terme de fluid overload ou volume overload qui se rapporte notamment à, en tout cas, une surcharge qui est mal définie puisqu'elle inclut notamment l'hypervolémie intravasculaire et peut se référer parfois au diagnostic d'OAP. Ce terme du coup est progressivement abandonné et remplacé par un terme qu'on appelle le fluid accumulation. Ce terme est en rapport notamment avec une surhydratation avec présence d'œdème interstitiel, sans notion de cut-off de volume, alors que pour le fluid overload, on avait souvent un cut-off qui était en rapport avec plus de 5% du poids corporel, et une accumulation du coup avec un impact clinique négatif sur la fonction des organes. Et tout cela indépendamment de la fonction, en tout cas de l'état de la volémie, c'est-à-dire on peut être normaux, hyper ou hypovolémique. Du coup, la première chose à faire, c'est d'évaluer cette surhydratation et cet œdème interstitiel, et on peut le faire grâce à une évaluation multimodale avec trois choses particulières. La première chose clinique, les patients en surhydratation présentent notamment des œdèmes, un poids augmenté. On peut également réaliser ce qu'on appelle le bilan hydrique cumulatif, qui est la somme en tout cas de tous les fluides qui ont été administrés aux patients. On peut utiliser ce qu'on appelle la balance liquidienne quotidienne, qui est en tout cas la somme entre les apports la différence entre les apports et les sorties du patient, et certains outils comme l'impédance métrique qui sont sortis dans certaines études et en rapport avec l'analyse de la composition corporelle, mais qui en tout cas ne sont pas encore disponibles dans tous les services de réanimation. Une évaluation échographique classique où en cas d'épanchement, en tout cas d'œdème très important par des épanchements des séreuses et puis la recherche éventuellement de l'INB à l'échographie. Et enfin, biologiquement, les outils sont peu nombreux. On peut avoir une anémie par hémodilution, éventuellement une hyponatrémie quand on a un excès d'eau associé. Dans tous les cas, cette surcharge, en tout cas cette accumulation de fluide, elle a un impact clinique. Et ça, c'est l'ensemble des organes et l'ensemble des paramètres qui peuvent être touchés par cette surcharge. On voit notamment qu'au niveau du foie et au niveau du rein, qui sont des organes encapsulés, en cas de surcharge, on peut avoir un œdème interstitiel qui sera relativement important chez ces organes qui ne peuvent pas du coup admettre une pression plus importante que leur capsule. Mais chez Madame L, on se pose la question de comment cette surcharge s'est-elle installée. Avant tout, on va parler de physiopathologie. Suite à un sepsis, on va avoir un relargage de compléments de cytokines et de prostaglandines au niveau sanguin. Et ce relargage va entraîner une atteinte du glycocalyx. Le glycocalyx, qu'on appelle aussi cell coat, c'est une sorte de manteau à l'intérieur du vaisseau, qui tapisse justement sa membrane et va être à l'origine, en tout cas, d'une perméabilité capillaire et fera passer ou pas un certain nombre de protéines et pourra également gérer la contraction et la contractilité du vaisseau. Suite à cette atteinte, du coup, on a une hyperperméabilité capillaire. Du coup, la fuite de liquide va entraîner une hypovolémie qu'on va compenser en remplissant le patient. À ce moment-là, on va remplir le patient, on va avoir une accumulation de fluide parce que déjà, le vaisseau présente une fuite capillaire importante, ce qui va entraîner une augmentation de la pression hydrostatique capillaire, du passage de liquide vers l'interstitium, et à ce moment-là, un œdème avec une atteinte des organes. On va avoir notamment au niveau rénal une augmentation de la pression veineuse rénale avec une diminution du DFG, une insuffisance rénale aiguë, puis une oligo. Et à ce moment-là, on va avoir tendance à nouveau à remplir le patient
et avoir une accumulation de fluide augmentée. Au niveau des autres organes, on peut avoir aussi des atteintes d'acide de délirium, de baisse de l'oxygénation, de baisse également de la contractilité myocardique, d'illéus de cholestate. Tous ces retentissements sont dus à l'œdème interstitiel. Finalement, on a une altération de la perfusion et on va la corriger par remplissage vasculaire. Donc on se rend compte qu'on est face à un cercle vicieux où à chaque fois qu'on va présenter un symptôme, on va vouloir le corriger en remplissant à nouveau le patient et on se retrouve chez des patients qui sont très surchargés. Et quelles sont les conséquences à craindre chez notre patiente? Avant tout, on prend une méta-analyse de 31 études observationnelles et de 3 essais cliniques randomisés qui a été faite notamment en 2020, qui a regroupé environ 30 000 patients et qui montre l'impact de cette surcharge sur la mortalité des patients. On en retient trois choses. D'une part, une augmentation du risque de mortalité chez les patients en surcharge dès le 3e jour et tout au long du séjour, une augmentation de la survenue d'infection, une augmentation du besoin d'amine et enfin, j'ai oublié, une augmentation du risque de dialyse. Il y a également une autre étude qui montre, en 2016, en tout cas c'est une revue qui a été réalisée et qui regarde la stratégie de gestion des fluides de manière restrictive. Et elle trouve que chez les patients en surcharge hydrosodée, on a une prolongation de la durée de la ventilation mécanique, une prolongation de la durée du sevrage ventilatoire. Et ça, c'est associé à un échec de sevrage de la ventilation spontanée et un échec d'extubation. Mais ce qu'on se demande surtout, c'est comment chez cette patiente, on aurait pu prévenir l'apparition de cette surcharge. On a identifié, nous, trois choses particulières qui peuvent nous aider à identifier ces patients et limiter le risque de surcharge. C'est d'une part identifier les facteurs de risque, ensuite considérer le fluide comme un médicament, et enfin de raisonner l'utilisation de ces fluides. Déjà, identifier des facteurs de risque. Pour ce faire, il y a une étude qui est sortie en 2022, rétrospective monocentrique, donc de faible apport, mais en tout cas qui nous permet de montrer chez 1700 patients une durée de séjour supérieure à 3 jours et des données suffisantes pour calculer la surcharge hydrosodée, c'est-à-dire considérée ici comme plus de 5% du poids, l'identification de 2 phénotypes qui sont en rapport avec une accumulation de fluide importante. D'une part, ce sont des patients qui sont admis en choc septique avec un lactate élevé et des bicarbonates bas, pardon. Et deuxième type de phénotype de patients, ce sont des patients qui sont ensuite en post-chirurgie avec pareil les mêmes paramètres biologiques, lactate élevé et bicarbonate bas. Ces 2 types de profils sont très associés à une accumulation de fluide relativement importante et une surcharge hydrosodée. Deuxième chose fondamentale, c'est de considérer le fluide comme un médicament. Et du coup, au même titre qu'un antibiotique, par exemple, le considérer de la même manière, avec en tout cas une dose, une durée et une désescalade envisagée à la suite. En 2014, il y a un article qui sort et qui parle des 4 phases de la gestion de la thérapie fluide lors du choc septique notamment, et qui considère du coup l'apport du fluide de 4 manières différentes. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser comme un bolus, notamment à la phase initiale du choc septique. Il faut l'utiliser en tant que fluid challenge, notamment pour optimiser le remplissage chez les patients en post-choc initial avec les indices, notamment des indices dynamiques, en tant que perfusion pour compenser les pertes, et en tant que maintenance, c'est-à-dire le sorte de fluide qu'on apporterait à chaque patient chaque matin autour pour le reste de sa journée. Et la troisième chose fondamentale, c'est de raisonner son utilisation et en se posant notamment 4 questions. Quand est-ce qu'on le débute, quand est-ce qu'on l'arrête, et quand est-ce qu'on débute également la soustraction et quand est-ce qu'on l'arrête. Il y a 4 indications pour ces fluides qu'il faut toujours remettre en question. Avant tout, la réanimation, l'entretien, la compensation des pertes et enfin la nutrition. Et du coup, ces auteurs parlent également de 4 phases qui sont importantes à considérer au cours de choc septique. La première phase, c'est la phase de sauvetage au cours de laquelle on va vite vouloir corriger l'hypovolémie induite par le choc septique. Ensuite, on aura la phase d'optimisation au cours de laquelle on va essayer de progressivement atteindre en tout cas l'équilibre parfait volémique et on va progressivement amener un petit peu de fluide grâce à des indices dynamiques. Enfin, une phase de stabilisation au cours de laquelle on voudra compenser les pertes et ne pas apporter plus de fluide qu'il en faut. Et enfin, la phase de désescalade qui sera très importante pour la réhabilitation. Ces 4 phases, du coup, sont étudiées toujours dans cette revue. La première phase, qui est la phase de sauvetage, comme je vous l'ai dit, c'est une phase qui dure quelques minutes où il faut corriger le choc. Les recommandations de la Survival Safe Peace Campaign recommandent d'administrer 30 minutes kilo en 3 heures. Et on parlera du coup d'une thérapie à base de bolus rapide. La phase d'optimisation est une phase au cours de laquelle on va sauver les organes. Et dans ce cas-là, on va ajuster le type et le taux de la quantité de fluide pour optimiser la perfusion cellulaire. On pourra le faire grâce à un certain nombre d'indices dynamiques, notamment grâce à l'apport de l'échographie. Il s'agira d'une thérapie en quelques heures.
au cours de laquelle il faudra administrer à chaque fois un peu plus pour arriver en tout cas à l'équilibre parfait. La phase de stabilisation, au cours de laquelle on va tendre vers une balance liquidienne nulle, voire négative, c'est de l'ordre de quelques jours, et on va maintenir seulement ce qu'il faut et essayer de compenser en tout cas les pertes du patient. Et enfin, la phase qui a toute son importance également, qu'on a tendance souvent à négliger, c'est la phase de désescalade, où les organes progressivement sont guéris. Il y a un certain nombre de fluides qui sont accumulés dans son corps, et il faut arriver en tout cas à une balance négative du patient pour le ramener à son état de base initial. Pour ce faire, on utilisera la restriction et les diurétiques. Il y a un article qui est sorti en 2022 dans le New England Journal of Medicine qui a comparé une stratégie restrictive de remplissage chez les patients après la phase initiale du choc septique à une stratégie libre en tout cas qui est la stratégie qui est adoptée classiquement, avec du coup une restriction, c'est-à-dire qu'on administre des liquides seulement dans des cas d'hypoperfusion sévère. Et on voit les 4 critères qui sont associés à cette hypoperfusion sévère. Par exemple, c'est des lactates supérieurs à 4 mmol par litre, une PAM inférieure à 50, des marures au-delà du genou et une durée inférieure à 20 minutes kg. Des critères qui sont quand même assez sévères. Et cette étude conclut qu'il n'y a pas de bénéfice à une stratégie restrictive. On a la même mortalité chez les deux groupes. Et en fait, quand on regarde la différence de liquide cumulé entre les deux groupes, on se rend compte qu'au final, on a seulement 2 litres de remplissage qui diffèrent entre ces deux groupes. Donc c'est probablement qu'on est déjà dans une stratégie restrictive ces dernières années. Et du coup, on remplit forcément les patients. Et on n'a pas d'intérêt, en tout cas, à une stratégie très restrictive au jour d'aujourd'hui. Donc on arrive avec des patients qui sont qui ont pris beaucoup de poids, comme notre patient, puisqu'on les a beaucoup remplis, et on arrive à des moments où on a des patients avec plus 15 kilos, on ne sait pas trop comment les gérer, et pourtant ça va avoir des conséquences cliniques importantes. Par exemple, là en 1988, on a une étude qui a été faite sur 15 patients avec une BPCO sévère, comme le cas de notre patiente, et qui avait des difficultés en tout cas de sevrage de la ventilation mécanique. Et puis, suite à l'administration de 10 jours de diurétique, on a moins 5 kg chez ces patients-là, et un peu plus de la moitié des patients ont pu être sevrés de la ventilation mécanique. D'autre part, on a un deuxième essai qui est sorti en 2012, un essai randomisé contrôlé qui évalue une stratégie déplétive au cours du sevrage guidé par l'usage du BNP, avec un groupe témoin qu'on traite selon le raisonnement médical habituel et à qui on n'administre pas plus de diurétique que ça, et un groupe 2 où on va administrer beaucoup plus de diurétique, de manière à obtenir un bilan entrée-sortie qui est moindre, et on a un sevrage accéléré de la ventilation mécanique. Donc chez Madame L, on se constate qu'il faut donc forcément désescalader chez une patiente qui a pris 14 kg parce qu'elle présente un certain nombre de facteurs de risque. Elle a notamment une opération chirurgicale par laparotomie xiphopubienne, elle a une BPE stade 4 qui est considérée comme une difficulté, en tout cas un sevrage, un surpoids. Elle a aussi une PAVM, pseudomonas aeruginosa, elle a une neuropathie de réanimation et surtout plus 14 kg. Donc on sait que chez elle, on va avoir des grandes difficultés de sevrage et c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, on arrive à cette phase de la désescalade et il y a 2 grands moyens pour pouvoir la gérer. D'une part, la restriction des apports, donc par l'alimentation réduite en sel. Également, faire attention à tous les fluides cachés qui peuvent se cacher dans les médicaments, dans tout ce qu'on perfuse. Également, la manière dont l'équipe paramédicale peut aussi utiliser les cathéters et les fléchés, et également le deuxième grand moyen qui est la déplétion grâce au diurétique et enfin à l'épuration extravasante. Les diurétiques, c'est un grand sujet auquel je me suis attardé et qui en tout cas considère un certain nombre de canaux présents dans le néphron. Et chaque canal a son diurétique. On va avoir initialement les inhibiteurs de l'amylase carbonique qui vont agir au niveau proximale et qui vont inhiber l'amylase carbonique et permettre une fuite normalement de sodium associée à une fuite de bicarbonate. On aura ensuite les diurétiques de Lens avec le Nazilis qu'on connaît bien, qui inhibe le cotransport NaK2Cl et qui va permettre une diurétisation avec du coup une fuite de sodium associée à une fuite de chlore et une fuite de potassium. Les diurétiques thiazidiques qui inhibent le transporteur NaCl et entraînent pareil une diurétisation au niveau distal, associés également aux diurétiques épargneurs de potassium qui eux vont permettre de faire sortir un sodium en réabsorbant un potassium et peuvent être du coup entraîner de l'hypercalémie. Et enfin, on a aussi une nouvelle classe qu'on appelle dont le tolvaptan est le chef de file, qui sont les inhibiteurs qui sont antagonistes du récepteur de la vasopressine, et qui vont entraîner notamment, pareil, une diurétisation.
Pour savoir ce qui se passe actuellement en réanimation, j'ai trouvé une étude rétrospective qui étudie 46 000 patients entre 2001 et 2012 dans les unités de soins intensifs, dont la moitié a reçu des diurétiques, environ la plupart du furosémide. À peu près 20% ont reçu une association, et l'association la plus fréquente, c'était diurétique de Lens plus diurétique thiazidique. En tout cas, peu d'autres associations, surtout par crainte de troubles hydroélectrolytiques associés à l'utilisation des combinaisons de diurétiques, alors qu'il s'agit d'une stratégie qui était efficace de dépassement de résistance aux diurétiques de Lens. Ça a été prouvé dans d'autres études, et notamment c'est très utilisé chez les cardiologues. La dose médiane de furosémide administrée était de 20 mg, parfois à plus si jamais la créatininine était augmentée, s'il y avait une insuffisance rénale, et certains étaient en perfusion continue, même si la plupart étaient administrés par bolus. D'ailleurs, les bolus étaient faits sans dose de charge, alors que c'est recommandé de le faire initialement avec une dose de charge pour permettre une efficacité optimale. Donc, face à une surcharge, on a envie de mettre en premier lieu des diurétiques de Lens. D'une part, parce que c'est ce qui est fait de manière la plus ancienne. C'est également ce qui est le plus connu de tous, ce qui est le plus, en tout cas le plus rassurant pour la plupart des cliniciens. Sauf que ces diurétiques de Lens, ils présentent plusieurs soucis. D'une part, de par leur action proximale, la natriurése augmente au niveau distal, au niveau du néphron, avec un apport massif de sodium. Et donc, à ce niveau-là, on a également la présence d'un certain nombre de canaux. Et ce qui se passe, c'est qu'on va alors réabsorber du sodium au niveau distal. Et donc, il y a un phénomène de tolérance et de résistance de ces diurétiques au fil du temps. Pareil, le furosémide et tous les autres diurétiques de Lens sont très associés à l'albumine. Environ 90% se lient à l'albumine. Ce qui se passe en cas d'hypoalbuminémie, c'est qu'on a moins d'afflux de diurétiques au niveau du néphron, et à ce moment-là, on se retrouve avec une efficacité du médicament. Il y a une méta-analyse qui a même prouvé qu'en perfusant l'albumine en même temps, on pouvait avoir une augmentation du débit d'environ 30 ml/h, et c'était surtout prouvé chez les patients avec des taux d'albumine bas, inférieurs à 2,5 g par décilitre, avec des doses importantes d'albumine, plus de 30 g, et si la clairance était supérieure à 105 micromoles, donc avec une relative insuffisance rénale. L'effet était surtout dans les 12 heures. Et enfin, de par son mécanisme, on a également une hyponatrémie, donc on peut avoir des hyponatrémies et des hypochlorémies. Et il est également prouvé qu'on peut utiliser des solutés salées pour contrecarrer ces deux phénomènes hydroélectrolytiques. Et donc viennent alors un certain nombre de classes qui vont aider ces diurétiques de Lens et dépasser leurs limites. Les diurétiques thiazidiques, c'est ce qui a été le plus utilisé dans la littérature et qui permet, du coup, en cas de diurèse insuffisante sous le diurétique de Lens, de pouvoir augmenter le débit urinaire de diurèse. C'est la première option d'ailleurs qui est utilisée en cas de décompensation cardiaque, et on peut également l'utiliser en cas d'hypernatrémie. Deuxième part, on peut utiliser les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique, qui ont été à plusieurs reprises utilisés dans certaines études en cas de patients en alcalose métabolique, notamment en alcalose métabolique post-hypercapnique de reventilation chez les patients BPCE qui étaient sous ventilation mécanique. Ça n'a pas été prouvé d'être plus efficace, mais de par sa physiopathologie, on aurait envie de les utiliser. Troisième diurétique, les épargneurs de potassium, qui peuvent être utilisés de par leur effet hypercalémant dans toutes les hypocalémies persistantes de l'utilisation des diurétiques. Parce que si on monte de manière très intense les diurétiques, on se retrouve parfois avec des hypocalémies très sévères, non corrigeables par l'administration de potassium, et on sera obligé, par exemple, de pouvoir administrer ces diurétiques. Et enfin, les antagonistes récepteurs de la vasopressine qui ont été étudiés du coup, dans les cas d'hyponatrémie pour pouvoir gérer cette hyponatrémie. Les deux questions qu'on s'est posées chez Madame L, c'est qu'elle avait une insuffisance rénale aiguë. Et la crainte qu'on a avec les diurétiques, c'est d'aggraver cette insuffisance rénale aiguë. Et dans cette revue, ils se rendent compte que chez les patients, en tout cas en réanimation, on a souvent la crainte d'induire ou d'aggraver l'hypovolémie. Et chez les patients du coup, qui ont été notamment en choc septique, en administrant des diurétiques. Parce qu'on croit surtout que l'hypovolémie joue un rôle central dans le développement de cette insuffisance rénale aiguë, en tant que vraiment facteur causal ou contributeur important de cette insuffisance rénale. Sauf qu'il faut comprendre que l'insuffisance rénale, c'est un syndrome complexe, multifactoriel, et donc il faut personnaliser l'approche et en tout cas adapter à chaque individu en particulier. Dans cette revue, ils ont comparé les diurétiques de Lens dans le traitement de l'insuffisance rénale aiguë oligo-amurique. Il y a 5 essais qui ont été réalisés, notamment une étude introspective et 4 études prospectives randomisées, et qui montrent du coup pas de bénéfice de diurétique dans l'insuffisance rénale aiguë, mais surtout pas de mortalité augmentée et pas de recours à la dialyse augmentée.
Donc on pourrait potentiellement l'utiliser, en tout cas chez un patient insuffisamment réévalué. La patiente présente également une hypernatrémie relativement importante et on se dit comment la gérer. Il y a 2 articles qui m'ont aidé pour répondre à cette question. Donc les diurétiques vont entraîner notamment une fuite de sodium. Ils peuvent également entraîner une perte en eau. Et si jamais la perte en eau, enfin en tout cas l'excès de sel finalement est supérieur à l'excès d'eau dans le corps, on se retrouve dans cette situation d'hypernatrémie. Le but à ce moment-là, ça va être d'éliminer le sodium et d'éliminer le moins possible d'eau et de garder, c'est-à-dire le maximum d'eau. Dans ce cas-là, si on utilise des diurétiques seuls, on a ce risque du coup d'aggraver cette hypernatrémie, donc il faut apporter de l'eau libre. Et à ce moment-là, on apporte soit de l'eau libre chez le patient vigile par de l'eau simple, soit on peut également administrer des solutés hypotoniques, type soluté glycosée, type G5% ou libre dans la sonde nasogastrique. Et on se demande, enfin dernière question, est-ce qu'on aurait pu aller jusqu'à la dialyse chez cette patiente pour la dépléter? C'est sûr que la dialyse ne fait aucun débat dans les 3 indications principales que sont l'hypercalémie menaçante, l'acidose métabolique profonde avec la pH inférieure à 7,1 ou encore l'OAP réfractaire au traitement médical avec anurie ou oligurie. En dehors de ces indications urgentes, il y a un certain nombre d'essais cliniques qui ont essayé de savoir à quel moment il fallait dialyser le patient. Et c'est difficile, ce serait un sujet à part entière, mais en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est qu'on n'a pas d'intérêt à une stratégie très retardée par rapport à une stratégie précoce. Et surtout, on aurait tendance à vouloir dialyser en prenant en compte notamment les facteurs individuels du patient, ses comorbidités, et en individualisant du coup l'indication de la dialyse. Donc la surcharge hydrosodée à elle seule, ce n'est pas une indication à l'épuration extra-rénale, en dehors de l'OAP réfractaire, et il faut toujours prendre en compte un ensemble de facteurs et individualiser l'indication. Donc il faut prendre le contexte clinique, les symptômes du patient, par exemple ici une difficulté de sevrage respiratoire qui serait très longue chez une patiente avec des PAVM à répétition, on aurait tendance à vouloir pourquoi pas l'utiliser. En cas de comorbidité avec une insuffisance rénale anurique ou oligurique, ou encore si on a des traitements néphrotoxiques importants à poursuivre pour la prise en charge du patient, par exemple les antibiotiques. Donc pour conclure, il faut comprendre que la phase de réanimation liquidée initiale est relativement très importante, avec une expansion volémique éco-guidée initialement, et ensuite une optimisation selon différents paramètres individualisés au patient. Mais cette phase initiale de choc septique, au cours de laquelle on remplit le patient, a toute son importance, mais il ne faut surtout pas négliger la phase de désescalade qui permet également de sevrer notamment le respirateur et d'améliorer le patient vers sa réhabilitation. Donc par des mesures de base comme la restriction sodée, la limitation des fluides, en tout cas de l'administration de fluides salés, le traitement par diurétique éventuellement en cas de surcharge, et enfin en dernier recours l'exploration extra-rénale. Dans tous les cas, il faut toujours individualiser la prise en charge du patient et prendre en compte le contexte clinique, les comorbidités, les antécédents et les traitements habituels. Du coup, je vous propose un algorithme chez les patients en surcharge avec retentissement clinique. Donc quand vous le voyez arriver dans votre service, la première chose que vous pouvez faire, donc en dehors des mesures initiales, donc restriction sodée et arrêt des traitements néphrotoxiques. À ce moment-là, si ça ne suffit pas, on peut engager un traitement diurétique. Si la persistance d'œdème, on engage un traitement diurétique. Ce traitement diurétique, c'est le diurétique de lance en première intention à la dose de 20 mg, jusqu'à 40 mg également par voie IV, soit par 6 heures, ou bien vous pouvez le faire en perfusion continue, avec bien sûr le bolus initial. À savoir que la perfusion continue est pas plus efficace dans les études en tout cas ne montre pas une augmentation d'efficacité chez les patients, mais elle semble augmenter la diurèse chez les patients qui répondent peu au bolus. Si l'effet diurétique est insuffisant ou si vous avez une natrémie qui est limite haute, à ce moment-là, vous pouvez utiliser un diurétique thiazidique, par exemple l'indapamide à 2,5 ou 5 mg per os une fois par jour. Si jamais vous avez une hyperintrémie encore plus sévère, supérieure à 145 mg par litre, à ce moment-là, il faudra administrer en plus des solutés hypotoniques, type G5% ou Si jamais vous avez face à vous un patient de PCO, par exemple, avec une alcalose métabolique de reventilation post-hypercapnique, vous pouvez lui administrer un inhibiteur d'amylase carbonique, comme par exemple l'acétazolamide, 1000 mg IV par 24 heures ou 1000 mg par 12 heures si jamais l'alcalose est très sévère. Si vous avez une hypocalémie qui est massive et qui est non contrôlée par les apports potassiques, à ce moment-là, on peut rajouter, par exemple, un diurétique épargnant du potassium, comme la spironolactone, 25 mg jour jusqu'à 50 mg jour. Si jamais vous avez une hyponatrémie réfractaire à la restriction d'eau, à ce moment-là, on pourra envisager un antagoniste récepteur de la vasopressine comme le tolvaptan à 15 mg. Dans tous les cas, il est indispensable de monitorer les troubles hydroélectrolytiques et de les corriger en apportant tout ce qui manque, tout ce qui a
en les corrigeant, au mieux possible, du mieux possible. Pardon. Et enfin, si les troubles hydroélectrolytiques sont très menaçants, avec une insuffisance rénale qui s'installe progressivement avec anurie et donc des conséquences que vous n'avez pas maîtrisées par les diurétiques et la compensation, on ira peut-être jusqu'à la dialyse. Voilà un tableau en tout cas qui résume l'ensemble de ces indications que je ne vais pas détailler ici, mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le récupérer. Il vous apporte les indications, les effets secondaires et les précautions d'usage à utiliser avec l'ensemble des diurétiques. Merci pour